Alors bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette dernière saison, cette dernière séance de la saison, pardon. Donc on a l'honneur de recevoir aujourd'hui Étienne Petitclerc, qui est donc archiviste, meneur, fin connaisseur des chevaux de trait et des mules et des attelages en tout genre. Et tu es aussi l'auteur de nombreux articles et communications. Aujourd'hui, la présentation porte sur le cheval berrichon. Donc, comme d'habitude, 20 minutes de présentation et puis ensuite on échange avec la salle. Et je te passe la parole. Merci Angèle, merci à toutes et à tous d'être là ce matin. Alors, je vais vous présenter le cheval de trait berrichon ce matin. C'est un travail que j'ai conduit sur quasiment 20 ans. Alors évidemment pas en continu, vous en doutez bien. C'est beaucoup de notes, beaucoup de documents photographiés, photocopiés pour les premiers temps, qui sont sortis des cartons, qui sont retournés dans les cartons. Sont des recherches qui ont été conduites au fur et à mesure de trouvailles. Euh, bon, il n'y a pas vraiment de méthode derrière, mais là, je pense être arrivé à peu près au maximum de ce qu'il y avait à dépouiller comme document d'archives, en tout cas, sur cette race du cheval de trait berrichon, il s'agit bien d'une race qui a eu une existence tout ce qu'il y a de plus officiel, avec un studbook, etc. Donc ce sera à découvrir un petit peu plus loin dans mon intervention. Euh, en fait, ce cheval de trait berrichon, j'en ai beaucoup entendu parler sans trop savoir ce qu'il en était. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut quand même que je fouille un peu. Et là, évidemment, de fil en aiguille, des choses se sont révélées, des documents ont commencé à s'articuler, à prendre de la cohérence les uns par rapport aux autres. Et puis j'en suis arrivé, comme je vous le disais, au bout de beaucoup d'années, à reconstituer une histoire, alors à la fois du cheval berrichon, mais du cheval en berry. Et les deux aspects sont complètement indissociables. C'est ce que je vais essayer de vous exposer ce matin. Alors, c'est la première fois que je synthétise réellement toutes mes recherches. Donc, je vais souvent poser les yeux sur mes notes parce que j'ai pas forcément eu le temps de mémoriser tous les chiffres, toutes les statistiques et les dates. Mais voilà, je vais essayer de vous donner une idée de ce qu'a été l'élevage du cheval en Berry et jusqu'à la création de cette race, donc au début des années 1920. Euh, D'un mot rapide sur les sources que j'ai utilisées, ça me paraît assez important parce que ça explique aussi le temps que j'ai mis à compiler toutes les informations. Beaucoup de choses au niveau des archives nationales, notamment au niveau des haras royaux et puis ensuite au niveau des haras impériaux nationaux, avec des mémoires, beaucoup de correspondances très intéressantes. On commence sur la fin de l'Ancien Régime avec la série H, et puis on poursuit ensuite avec la sous-série F10, très riche. On pourra en reparler à l'occasion, mais surtout quand vous vous intéressez à la question de l'élevage, cette sous-série F10 aux archives nationales est fondamentale. Ensuite, évidemment, des archives conduites localement au niveau des archives départementales de l'Indre, mais surtout au niveau des archives départementales du Cher, qui conserve les documents provenant de l'intendance de Berry, les archives, en tout cas une partie des archives de la Société royale d'agriculture et de l'Assemblée provinciale. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on y a beaucoup d'enquêtes sur les pratiques agricoles, les cheptels, l'élevage d'une manière générale, les productions. En fait, les trois niveaux, intendance, Société royale d'agriculture et Assemblée provinciale, se répondent, mais en même temps souvent se contredisent. Donc là, il y a tout un travail d'analyse critique à faire, et c'est très riche. Ensuite, toujours au titre des archives départementales, les archives préfectorales et sous-préfectorales, notamment tout ce qui concerne les statistiques agricoles et puis une série d'événements comme les concours, etc. Très intéressantes aussi les archives du Conseil général,
avec les délibérations et tous les travaux préparatoires à ces délibérations. On verra tout à l'heure l'importance du Conseil général, et notamment du Cher. Des archives communales, bien sûr. Alors là, ce que je retiendrai surtout de ces archives communales, ce sont les recensements militaires. Alors c'est un énorme travail de dépouillement, de compilation, de statistiques, mais c'est quand même vraiment intéressant. Désolé pour le bruit, c'est mon téléphone fixe qui sonne. Ensuite, on a les archives du Haras national de Blois, à proprement parler, donc qui se trouvent aux archives départementales du Loir-et-Cher. Et puis toute une série d'archives, alors par contre beaucoup plus disparates, composites, avec des archives privées bien sûr, hein, des archives de famille, notamment de quelques grands éleveurs. La presse. La presse qui est très très intéressante parce que non seulement on y trouve des articles, mais on y trouve aussi des publicités. Je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples de publicités particulièrement intéressantes. Et puis derrière, de la biblio, comme d'habitude, une bibliographie un peu plus ancienne ou plus récente, et puis de l'icono tous azimuts, hein, aussi bien iconographie, affiches, cartes, plans, des photos, des cartes postales, etc., etc. Bon, ça vous verrez en cours de diaporama la référence à un certain nombre de ces documents. Alors, au départ, je voulais vous parler du cheval berrichon et du cheval en Berry au 19e, et puis je me suis ravisé un peu et je me suis dit que il fallait peut-être quand même aussi en parler dès la fin du 18e, parce que la situation, au moins au début du 19e, est complètement héritée de la fin de l'Ancien Régime. Alors, juste d'un mot classique, quand on parle d'une race de chevaux de trait sur la géographie, le Berry, c'est ce que vous avez en rouge là sur la petite carte qui est sur votre écran à gauche. Donc ça, c'est le Berry historique, en sachant que le Berry a plusieurs frontières selon ce dont on parle, et qu'en fait, là, il est amputé de sa partie sud au niveau de ce qui deviendra le département du Cher, qui appartient à l'époque aux Bourbonnais, sauf que si on parle de la généralité de Bourges à la même époque, on a la partie sud du futur département du Cher. Et si je fais cette précision, c'est qu'elle a toute son importance parce que c'est une des zones dans lesquelles on va toujours avoir une grande présence à la fois des chevaux et une grande activité de naissance et d'élevage du cheval. La carte juste en dessous donc fait état des 7 élections qui composent la généralité de Bourges. J'insisterai davantage évidemment sur la carte qui se trouve en plus grand dans la partie droite et qui vous figure les principales régions géographiques, en sachant que donc ce Berry dont je parle a au moins 5 types très différents de paysages. On a du côté, si on prend la carte dans le sens des aiguilles d'une montre, le pays fort, donc tout en haut, qui est assez vallonné, qui est très vert, beaucoup de pâturages, beaucoup de forêts, quelques zones de vignes autour du Sancerrois et la vallée de la Loire. Mais là, on a vraiment une région qui est très propice à l'élevage et à tous les types d'élevage, j'allais dire. Ensuite, si on redescend la vallée de Germigny, là aussi vallonné, beaucoup de prairies artificielles créées au 19e avec la Révolution agricole, disons ça comme ça, hein, c'est une facilité de langage, mais qui de toute façon a toujours été très propice à tous les élevages aussi. Le bois chaud au sud, on continue à avoir un territoire assez vallonné, très vert, qui redevient assez boisé et qui, en partant vers la Marche, donc limite de la Creuse, du département la Creuse actuellement, devient carrément accidenté. Là, on y a vraiment un relief très prononcé et beaucoup de cours d'eau, beaucoup de forêts. La Brenne, évidemment, bon, ça, on la connaît, hein, c'est le même paysage qu'aujourd'hui, même s'il a été sensiblement modifié au 19e, marécageux.
forestier, boisé, très plat. Ensuite, on passe sur la Gâtine qui, là, en fait, nous emmène plus ou moins vers la Champagne-Berrichonne avec des paysages beaucoup plus plats, un relief plus apaisé. Et en Champagne-Berrichonne, bah là, on est dans j'allais dire, dans un paysage bosquin, très plat, céréales, voilà, terre de grande agriculture, de très grands domaines céréaliers. Et puis des bourgs ramassés, un habitat très, très concentré. Et puis la Sologne, alors là, la Sologne, c'est un peu particulier, boisé, relativement plat, relativement humide. Bon, ça c'est pareil, hein, je ne m'attarde pas là-dessus, mais ça explique aussi pourquoi on va avoir l'histoire que je vais essayer de vous développer maintenant. Alors, si on prend donc notre élevage à la toute fin du XVIIIe siècle, parce que c'est, enfin, si on prend notre élevage, si on prend la situation du Berry chevalin à la fin du XVIIIe, c'est parce que jusque globalement dans le premier tiers du XIXe, les choses vont pas beaucoup changer. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve des chevaux, bon, globalement assez rustiques, assez épais, sans beaucoup de distinction. On les dit dans les écrits très matériels, voilà, sans figure ni tournure. Bon, voilà, ce sont des chevaux de pays qui ont des types vraisemblablement assez marqués, mais qui pas tellement plus d'intérêt qu'une utilisation locale. En sachant qu'on utilise beaucoup les chevaux pour voiturer, parce qu'on a un déficit complet de voies navigables, notamment pour le commerce et l'industrie. Donc on utilise beaucoup les chemins et les routes. Donc les chevaux mâles sont utilisés plutôt aux voitures et les juments labourent, mais et toujours en fait produisent des poulains. Donc on a quand même beaucoup de naissances alors, qui sont pas forcément enregistrées, hein, mais qui transparaissent dans les différents écrits, quelles que soient les sources. Euh, on a quelques chevaux un peu plus distingués. Alors ça veut dire dans le vocabulaire de l'époque, selon les critères de l'époque, dans le sud de la province, donc plutôt bois chaud, des chevaux qui peuvent servir à la cavalerie, qui sont sensiblement plus légers, qui toisent vraisemblablement à peu près 1,50 m, même si on a quand même pas mal d'écart, et voilà, qui semblent assez satisfaisants pour les autorités en charge des haras à l'époque. Et puis, on a au niveau de la marche et au niveau de la brenne des souche locale. Alors la souche brennouse, je ne vais pas en parler parce qu'il y aurait vraiment tout un exposé à faire là-dessus, mais qui est vraiment une race, on pourrait dire, hein, au sens zootechnique contemporain, des petits chevaux bon, dont on pourra dire un mot après dans les échanges peut-être. Et au niveau de la marche, on a une souche également qui va disparaître au 19e siècle. Ce sont des tout petits chevaux d'éponée, très honnêtement, qui toisent 1,10 m, voire en dessous, et dont on dit à l'époque qu'on ne peut guère les utiliser autrement que bâtés. Mais c'est ce qui correspond aussi au paysage et à l'utilisation qu'on en fait, puisque on attelle assez peu les chevaux dans cette partie-là de la province. Reste le cas de la Champagne. Alors la Champagne, on y a énormément de chevaux, mais aucun ne naît en Champagne. On y fait de l'élevage parce qu'on y importe des poulains et on y a énormément de chevaux adultes. La population de la Champagne berrichonne, elle est essentiellement composée de chevaux mâles, adultes, d'une taille relativement élevée pour l'époque. On est sur 1,55 m, 1,60 m de moyenne, rapporté évidemment au système métrique actuel. La majorité présente une robe foncée, et ce sont des chevaux qu'on dit, toutes sources confondues, originaires dans leur quasi-totalité du Poitou. En fait, ça c'est aussi quelque chose que j'ai pu étudier depuis le Poitou. Le Berry est la première destination pour les chevaux qui naissent dans le pays niortais et même au-delà. Tout ce que l'élevage local ne conserve pas,
part dans le Berry, à très peu d'exceptions près. Ces chevaux sont vendus à l'âge de 2 ans par des marchands poitevins aux cultivateurs berrichons qui vont en fait les dresser, les garder, les utiliser au travail agricole pendant 2-3 ans. Et les mêmes marchands vont revenir et en fait, normalement, ne vont régler à l'agriculteur, au paysan, que la différence de prix entre le prix théorique d'achat et le prix de revente que le marchand va obtenir en expédiant les chevaux ailleurs. Alors c'est un système qui est souvent au désavantage de l'agriculteur, alors pareil, hein, j'emploie le mot agriculteur par facilité de langage, hein, dans les sources, évidemment qu'on ne parle pas d'agriculteur à cette époque-là, euh, parce que en fait, un cheval déjà ça coûte relativement cher, et surtout pour en récupérer le meilleur prix, la meilleure différence au retour du marchand, on va pas l'épuiser, on va bien le nourrir, donc ça coûte. On va pas le casser entre guillemets, et donc on va vraiment le préserver. Donc c'est un accord qui est passé, mais bon, qui est assez peu satisfaisant par rapport à l'économie locale, mais qui permet en tout cas au domaine de la Champagne-Berrichonne d'avoir en permanence des effectifs extrêmement élevés. Voilà. D'un mot très rapide sur les haras royaux en Berry, c'est un échec total. C'est en fait une province alors où le début, la mise en place des haras royaux, hein, juste après Colbert, donc là sur la fin du XVIIe siècle, euh, va pas être si mauvaise que ça. Hein, ça part plutôt bien. On a du côté des années 1690, 66 étalons du roi qui servent 680 cavales, qui produisent 540 poulains. Bon, donc c'est plutôt pas mal. Hein, mais en 1727, on a un courrier de l'intendant euh, qui dit que de toute façon, les haras n'ont plus lieu dans la généralité. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait ces produits ne donnent pas satisfaction ni pour les usages locaux ni pour le commerce, que de toute façon il n'y a pas forcément une grande tradition non plus dans l'élevage du cheval et dans son amélioration, qu'on se contente d'élever, d'utiliser, enfin de faire naître, d'élever et d'utiliser les chevaux dont on a besoin et dont on se satisfait d'une manière tout ce qu'il y a de plus local, on dirait presque en circuit court, et donc voilà. En plus, pas mal de gardes étalons ne prennent pas soin de leurs étalons, ont récupéré des étalons pour tous les avantages et privilèges que ça confère. Enfin, c'est un discours qu'on a pour plein d'autres provinces. Hein. C'est pas quelque chose que je vais détailler parce que ça, c'est vraiment assez commun à beaucoup de provinces du royaume. Donc les haras royaux tombent très rapidement en sommeil et sont même assez vite condamnés pour les quelques gardes des talons qui restent. Bon, les communautés sont assez critiques et parfois même assez rudes. Euh, on va avoir quand même des inspecteurs, notamment des saules, père et fils, qui, à la fin du 18e, vont essayer de réimpulser une dynamique en essayant de récupérer des étalons qui conviennent un peu mieux à la jumenterie. Bon, ça marche pas tellement, faut reconnaître. Alors, il y a quand même une idée qui est assez intéressante à retenir, c'est que un de ces inspecteurs, je ne sais plus si c'est des saules père ou fils, mais je pense que ça doit être le fils, préconise la création de dépôts d'étalons. C'est-à-dire qu'on aurait un endroit où se concentreraient les étalons royaux et sur la base des rôles de juments établis par les commissaires inspecteurs, on pourrait avoir l'attribution d'étalons en fonction de la jumenterie locale d'une manière beaucoup plus raisonnée. En fait, ça préfigure quasiment ce que seront les dépôts des haras impériaux et nationaux ensuite. Et tout ça est très étudié à un point tel qu'on propose même du côté des années 1777-1780 plusieurs sites pour établir ce dépôt d'étalons.
Je vous livre quelques graphiques simplement sur les années 1700, fin des années 1770, 1784 et le suivant ira un petit peu plus loin. Au niveau de la généralité de bourse, donc c'est la totalité des 7 élections, hein, tout paysage et toute situation agroéconomique confondue. Donc vous voyez à quel point bon, ça monte jamais très haut, mais ça descend très bas dans les années 1780 et la courbe va pas se démentir. Hein, là, la statistique est faite à partir des étalons royaux. C'est pas la totalité des naissances et c'est pas la totalité des saillies. Hein. Là, on est uniquement sur ce qui relève des étalons royaux. Ces étalons royaux qu'on voit apparaître là en nombre. Les chiffres sont un petit peu contradictoires selon les sources à partir de 1786. Donc c'est pour ça que j'ai interrompu ma courbe verte parce que là j'ai du mal à discerner, il y a des lacunes au niveau des documents et dans les chiffres que j'ai pu récupérer, enfin il y a un truc qui colle pas. Donc par souci, on va dire, un peu scientifique, j'ai interrompu ma courbe là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'étalons royaux, encore que je pense qu'à un moment, peut-être 87, 1787, il y en a effectivement plus, parce que j'en vois plus aucun apparaître, quelle que soit la source. Mais il reste encore en activité quelques étalons à prouver. Mais vous voyez que de toute façon, on est sur une désaffection, sur une apathie totale de la province pour la naissance. Alors pas pour l'élevage du cheval, hein, mais vraiment pour la production du cheval. Quel qu'en soit le type, quelle qu'en soit la finalité et quel qu'en soit le ressort géographique. Voilà. Alors les choses, bien sûr, vont considérablement évoluer à partir des années 1820. Euh, Avec le décret de Saint-Cloud 1806, le département du Cher est rattaché au dépôt de Corbigny. En fait, il y a une réorganisation, hein, comme vous le savez, qui est complète de la France chevaline, création des haras impériaux. Il y a 5 grands dépôts, peu importe, et de chacun de ces 5 grands dépôts dépendent un certain nombre de dépôts de deuxième niveau. Et donc le Cher est rattaché à Corbigny. Corbigny qui se trouve dans le département de la Nièvre. J'ai un courrier qui stipule en 1810 qu'on y a une trentaine d'étalons, mais le chef de dépôt annonce d'ores et déjà à l'administration centrale l'insuffisance des effectifs et l'inadaptation à la jumenterie. Donc, grand classique, on repart sur un élevage bancal parce que on ne met pas en regard les moyens et les ambitions. Il réclame des chevaux normands et cauchois pour faire des chevaux de poste. Très clairement, le chef de dépôt, dès 1810, est sur ce créneau-là. Il faut se tourner du côté de la Normandie, globalement, et faire du cheval de poste. Au niveau de l'élevage, on voit au niveau des statistiques d'activité du dépôt de Corbigny un glissement vers le sud. C'est-à-dire que là où jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, on était sur une activité un petit peu plus soutenue dans le nord de la province, là on part du côté de justement ce qui était le Bourbonnais et ce qui n'était pas rattaché au Berry historique, mais au Berry administratif. Et vraisemblablement, comme je le disais tout à l'heure, les juments qui étaient dans ce secteur-là conviennent mieux aux étalons qui ont été placés à Corbigny et qui sont majoritairement d'origine allemande. On a des Holstein et on a des Mecklembourgeois. Bon, tout ça donne peu de satisfaction globalement, ni du côté des éleveurs, ni du côté de l'administration centrale, ni du côté de l'administration des haras. Et quand la grande réforme de 1832, enfin grande réforme, quand la réforme des haras de 1832 est mise en place, rien ne s'oppose à la disparition du dépôt de Corbigny. Le Cher
département du Cher, est rattaché à ce moment-là au Haras de Blois, à la circonscription du Haras de Blois. Et là, tout va changer parce que, en fait, avec le Haras de Blois, on va se pencher sur ce que peuvent donner les souches locales et on va avoir d'autres interlocuteurs qui vont être non seulement le Conseil général du Cher, éclairé et complètement soutenu, épaulé, relayé par la Société d'agriculture du Cher et le préfet, qui vont dire oui, mais attention, nous, on a un vrai potentiel. Pour l'instant, ça n'a pas été génial, mais je pense qu'avec ce que vous, à Blois, vous avez la possibilité de nous fournir comme étalon, il y a moyen de faire quelque chose. Alors évidemment, là je le dis d'une manière un peu triviale, mais c'est ce qui ressort complètement des courriers et de tous les échanges qui peuvent se faire entre ces différents partenaires. Et j'utilise le mot partenaire à dessein parce que vraisemblablement, tout le monde va travailler avec une vraie synergie qui va être complètement profitable à l'élevage du cheval dans le Cher, à la production et à l'élevage du cheval dans le Cher. La Société d'agriculture du Cher a été fondée en 1818, mais ses travaux sont plutôt effectifs du côté des années 1830, donc ça correspond parfaitement à la période. Et en plus, évidemment, comme toujours à l'époque, on trouve beaucoup d'élus au Conseil général du Cher qui sont des grands propriétaires fonciers, qui sont des grands propriétaires de domaines, de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie, etc. Donc tout ça marche plutôt bien. Voilà. Je sais que ces images sont complètement anachroniques puisqu'il s'agit de cartes postales et de cartes photos du début du XXe siècle, mais je pense qu'on est à peu près sur les types de chevaux et de juments qu'on trouvait à l'époque dans le Berry. À la lumière de ce que j'ai pu lire pour la fin de l'Ancien Régime et pour le premier tiers du XIXe siècle, globalement, la population devait ressembler à peu près à ça, c'est-à-dire qu'on y trouvait les deux chevaux qu'on voit en haut, des animaux sensiblement mieux conformés, avec en tout cas un petit peu moins de tard, peut-être un peu plus de taille. C'est le cheval gris qui est en bas avec le meunier. Et puis de plus grands chevaux, mais qui par contre sont quand même très moches. Il faut dire ce qui est. C'est la carte photo qui est en bas vers 1910, mais qui illustre bien le cheval auquel on recourt. C'est le cheval dont on a besoin, mais c'est surtout le cheval qu'on a les moyens d'acquérir et les moyens d'entretenir. Voilà. Et un cheval surtout largement métissé, un pur race au pluriel. Euh, donc, je reprends le fil de mon propos. Là, juste pour vous montrer aussi et vous dire qu'il y a toujours permanence de l'utilisation des bovins et de l'utilisation des mules et mulets, parce qu'il y a toute une activité industrielle et notamment de grands sites de forge dans le Berry, autour desquels on va retrouver plusieurs milliers de mulets qui viennent de vraisemblablement du Poitou pour une partie, probablement amenés par les mêmes courants commerciaux qui arrivent avec les chevaux. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et puis l'autre grosse partie de l'effectif remonte par le Bourbonnais depuis le Massif central, depuis l'Auvergne. C'est les deux grands centres de production mulassière à cette époque-là. Les bœufs, eux, viennent d'un peu partout, de l'élevage local, et puis du Nivernais, de la Creuse, c'est les futures races en fait. Alors, pas forcément Aubrac, mais plutôt ferrandaise, charolaise d'hivernaise, et puis pour la Creuse, on est plutôt sur un circuit assez mêlé de bœufs maraîchins et salers. Voilà. Bon, c'est pas les types qu'on connaît aujourd'hui, hein, mais globalement, c'est les circuits commerciaux qui préfigurent ce que seront ces grandes races un peu plus tard. Donc la circonscription de Blois, elle a cet intérêt que d'avoir des populations très mêlées, et ça pose la question localement
de ce qu'il faut faire quant à la production et à l'élevage du cheval. Et là, on voit que dans le sud du département, enfin dans le sud de la circonscription, au niveau du département du Cher, eh bien, on peut proposer au moins 3 voire 4 types de chevaux différents, pour peu qu'on étudie bien et qu'on répartisse bien la jumenterie en fonction des étalons qui vont être attribués par le Haras-Blois, par l'administration centrale. Un cheval de trait plutôt sur la partie nord, un cheval de cavalerie, mais sensiblement différent sur la partie sud du département, et un cheval de poste, alors là qu'on voit représenté à mi-chemin entre le département de l'Indre et le département du Cher dans cette zone qu'est la Champagne-Berrichonne, mais qui en fait peut être produit en pas mal d'autres endroits. Et c'est ce cheval-là qui va être particulièrement intéressant parce que c'est celui-là qu'on va essayer de promouvoir. Euh, on a une grosse activité commerciale qui continue à mêler un peu tous les types de chevaux, sauf qu'on voit quand même se dessiner dans cette grosse activité commerciale autour des foires berrichonnes deux centres d'intérêt. Et j'y vois, enfin j'espère ne pas me tromper en y voyant euh, l'adhésion des naisseurs et des éleveurs locaux à ces vues de l'administration sur cette variété qu'on peut proposer sur un même territoire en termes de chevaux. Euh, bon là c'est purement illustratif, hein, le, le, la gravure de Victor Adam. Mais vous voyez à travers ces annonces qui sont dans la presse, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la presse était intéressante pour les articles, mais aussi par rapport à la publicité. On y voit la présence dans les touches, donc dans les convois de chevaux amenés par les marchands, soit de passage, soit locaux, la présence de chevaux allemands et de chevaux de trait. Alors certes, un peu de gros traits comme il est proposé parfois, mais surtout de chevaux de trait percheron, le percheron à l'époque étant évidemment le cheval de poste par excellence. Tout au long du 19e siècle, on va avoir cette opposition entre ce que peuvent proposer ou ce que veulent en tout cas les haras et ce que l'élevage local va proposer, ce que le commerce local va en plus alimenter par rapport aux souhaits des naisseurs, éleveurs et utilisateurs. Alors on va essayer de trouver un compromis. On est là sur la fin du 19e siècle avec la production d'un cheval entre guillemets à deux fins. C'est le fameux cheval artilleur, le cheval de trait léger, dont le type absolu, c'est le Norfolk breton, mais qu'on va essayer d'adapter à la jumenterie locale. Alors, soit en l'alourdissant un peu, soit en lui conservant ses vrais caractères. C'est un peu dommage que cette initiative n'ait pas plus pris parce que elle a manifestement de plutôt bons résultats en de très nombreux endroits du département du Cher notamment. Le grand promoteur, c'est le docteur vétérinaire Charles Cormier qui publie en 1905 ce premier et je dirais ce seul vrai bouquin consacré au cheval berrichon et au cheval limousin. Alors, le cheval limousin, c'est une toute petite partie du propos, hein. L'essentiel du bouquin, c'est un joli pavé est consacré au cheval berrichon sous toutes ses formes et avec un œil très aiguisé puisque le docteur Cormier est médecin vétérinaire en charge de la remonte. Il est militaire.
Et donc, lui, ce qu'il voudrait, bah, c'est ce type de Norfolk breton. Alors là, que je vous propose dans un modèle très léger qui vient du Léon, mais qui existe aussi dans une variante un petit peu plus charpentée. Voilà, bon, il n'est pas contre ni l'un ni l'autre, à condition qu'on reste à ce format-là. Et le commerce, manifestement, est pas complètement opposé. Il a du répondant dans sa clientèle. Et là, on voit par exemple à La Châtre, dans le département de l'Indre, donc en plein bois chaud, la maison Chauvet, qui est une maison très importante de commerce de chevaux, avec toute cette bande de jeunes chevaux, mais vraisemblablement originaires de Bretagne. Et on y voit même là un chapeau rond au niveau de la présentation du cheval, là en bas enfin, en bas, dans la cour de la maison Chauvet, ce monsieur qui pourrait bien être breton. Sauf que, en fait, bon, c'est quand même, et ça reste, le cheval percheron qui est plébiscité par le commerce, par les utilisateurs, par les naisseurs, par les éleveurs. Et ce cheval, on le voit énormément présent dans toutes les transactions euh, et bah, dans les images qui se multiplient, puisque là, on est sur la fin du 19e et le début du 20e siècle. Alors, je vous laisse apprécier notamment le propos hein, qui est là et qui montre bien que le Berry a acquis quand même au niveau de la scène nationale une place assez intéressante puisque les chevaux, ils sont plutôt réputés. On a entre le Cher et l'Indre, du côté des années 1890, je crois, plus de 70 foires sur une année. On en a 35 dans le Cher, ça c'est sûr, et je crois qu'on en a 34 dans l'Indre. Et ces foires, c'est pas anecdotique, il y en a 6 qui sont parmi les 40 plus grandes foires de France. Donc, y a quelques images, là je vous les propose pas, mais qui montrent à perte de vue des chevaux sur des champs de foire, dans les rues du bourg, dans des prés tout autour, etc. C'est des milliers de chevaux qui transitent chaque année sur chacune de ces foires. Et là, on est donc à Bougie. Bougie qui est un des principaux sites de foire dans le département du Cher. Et là, vous avez donc ce petit texte hein, que je vous lis pas, mais que je vous laisse regarder. Cette photo là, cette carte postale, mais là j'ai scanné la plaque de verre. Elle, pour plus de netteté, elle est intéressante parce que bah, c'est pas la foire, c'est les coulisses de la foire. Là, la foire est terminée. On est dans une des rues qui mène au champ de foire et on y a les marchands qui sont notamment en train de composer leur touche, c'est-à-dire leur bande de chevaux qui ont été achetés et qui vont être convoyés vers, vers les gares pour être expédiés ailleurs. Et on y voit bien les types percherons tels qu'on peut les avoir dans le Berry et tels qu'ils sont réputés désormais au niveau local, mais surtout au niveau national, puisque toutes ces foires sont fréquentées par des marchands d'un peu partout, mais surtout par les marchands parisiens qui vont utiliser ces chevaux pour leurs clients à la fois commerciaux, industriels et même institutionnels, si on peut dire. La Compagnie Générale des Omnibus a dans ses effectifs, et à cette époque-là, on est quasiment au maximum des effectifs, hein, on est au-delà des 15-16 000 chevaux, va utiliser, je crois, 11% de chevaux originaires du Berry. Alors, ça ne veut pas dire de chevaux berrichons, mais ça veut dire de chevaux qui ont quand même transité à un moment par le Berry pour être dressés et utilisés. Un exemple là, dans un grand domaine de Champagne-Berrichonne, on est pas très loin de Châteauroux, d'Éole en l'occurrence. Toujours utilisation des bœufs, hein, bien sûr, ça c'est un grand classique, mais là on voit vraiment le type de cheval percheron du Berry. Et si je dis percheron du Berry, bah, c'est pas complètement anodin, c'est que là maintenant on est vraiment dans l'abandon ou entre guillemets le rejet
de la ligne État avec les haras nationaux, même si les effectifs de percherons du haras de Blois vont grandissant, et même si le Cher est le principal destinataire en termes de département des étalons du dépôt de Blois, c'est le département du Cher qui, pour toute la circonscription du haras national de Blois, compte le plus de dépôts et compte le plus d'étalons et de juments servis par les étalons nationaux à cette époque-là. J'ai plus les chiffres en tête, je vous les retrouverai tout à l'heure, mais oui, dans le département du Cher, on a 18 stations. C'est inédit dans toute la circonscription du haras de Blois. Mais n'empêche que tout l'étalonnage privé est percheron. C'est des chevaux qui sont soit locaux, soit importés du Perche. Mais voilà. Et donc, évidemment, qui dit e-commerce dit intérêt pour les naisseurs et pour les éleveurs à avoir des bons chevaux, à avoir une reconnaissance officielle, à entretenir et à faire perdurer, voire améliorer cet élevage. Et donc, grand classique à l'époque, on s'associe, on se structure et on crée un syndicat d'élevage. Le syndicat d'élevage, en fait, il se crée en 2 temps. D'abord en 1913, un syndicat hippique berrichon qui consacre, lui, pour la première fois, l'étalon percheron comme le seul améliorateur possible localement et l'améliorateur exclusif. Sauf que 1913, évidemment, ça a du mal, enfin ça se met en route rapidement, mais 14-18, premier conflit mondial, on stoppe tout, il n'y a plus rien qui se fait. Après, il faut 2-3 ans de relance. 1923, on fait évoluer ce syndicat hippique et on crée le Studbook, donc, dont vous avez la première page et puis là la dernière au niveau des signatures. Mais on voit bien statut déposé dès le 27 mai 1914. Et donc, ce syndicat et ce Studbook, finalement, consacrent l'élevage percheron du Berry et va perdurer jusqu'en 1966. Là, quelques images, histoire de vous prouver que je raconte pas n'importe quoi. Donc, une petite carte de la Fédération des syndicats d'élevage du Berry et des éleveurs du Cher et de l'Indre. C'est la dénomination qui va être prise en 1928. Donc, c'est l'évolution de ce qui avait été créé en 1913. Et puis là, une page du Studbook, bon, assez classique en soi. Évidemment, la race va avoir son concours central, son concours spécial, qui va se tenir à Bourges, euh, avec une affiche. En 1935, on a une belle représentativité, on a une belle activité. C'est un syndicat qui se défend bien. Le Studbook est si je ne m'abuse, 12 ou 13e Studbook de chevaux de trait à être ouvert à cette époque-là. Au niveau national, bien sûr. Là, on a un lot de juments berrichonnes photographiés en 1945, le premier prix d'ensemble au concours de Charenton. Là, on est à côté de Saint-Amand, Montrond, on est dans le sud du département, c'est une des régions très très actives. C'est là où on a quelques très très bons étalons et quelques très belles juments aussi. Donc là, on voit des juments poulinières un petit peu rondes et tout ça, vraiment dans une présentation concours. Cette photo est extraite de la thèse du docteur vétérinaire Pierre Cordeau, qui est le deuxième écrit de référence, on va dire, et d'ailleurs, j'en ai pas identifié de troisième, sur le cheval berrichon. Quelques chiffres pour vous donner l'évolution de l'élevage, enfin de la production du cheval dans le département du Cher et pour arriver à une période plus contemporaine. On voit évidemment, bon, la courbe a pas grand-chose d'original, mais on voit là donc des effectifs s'effondrer à partir des années 50, mais on garde quand même un véritable attachement
au cheval de trait dans le département du Cher. J'ai en mémoire des concours dans les années 1970 de juments poulinières, de pouliches, où on voyait encore 70-80 juments présentés. Le lendemain, il y avait un concours à une trentaine de kilomètres et on avait de nouveau 60-70 juments présentés, suités ou non suités, pouliches, etc. Donc, alors bon, certes, le nombre d'éleveurs avait considérablement diminué, les effectifs avaient augmenté dans chacun de ces élevages, mais on avait encore une belle dynamique et c'était surtout des chevaux qui étaient dressés et utilisés par ces agriculteurs, naisseurs, éleveurs de chevaux percherons, même si à partir des années 50 et pour quelques années, mais c'est une tendance qu'on avait déjà vu se dessiner juste avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 35-39, on va avoir une énorme concurrence du cheval breton et du cheval trait du Nord. En fait, les derniers chevaux attelés pour être utilisés notamment en Champagne-Berrichonne dans les grands domaines qui commencent à se motoriser, mais qui n'ont qu'un seul tracteur et encore trois ou quatre attelés, on va plutôt se tourner. Alors, on va garder du percheron qu'on va acheter localement, mais et donc du berrichon, mais on va avoir beaucoup de marchands qui vont proposer des bretons pour une agriculture intermédiaire ou pour les vignerons et les maraîchers et du trait du Nord pour la grande agriculture. En 1926, 411 éleveurs pour 1148 juments et pouliches, c'est l'effectif du Studbook Berrichon. En 1928, j'ai 550 adhérents et 1650 juments. Paradoxe, plus on avance dans le temps, moins j'ai de sources, plus j'ai du mal à documenter mon histoire, parce qu'en fait, finalement, depuis la fin de l'Ancien Régime jusqu'au début du XXe, je croule sous la documentation, sous les informations, etc., etc. Alors même si quelques-unes sont contradictoires, mais toutes ces informations sont à prendre. Autant quand on est au-delà de la Seconde Guerre mondiale, les années 50 à 80, je peine. Je peine vraiment beaucoup à documenter tout ça. Je parlais d'attachement au cheval berrichon. Bah, vous voyez que là, en 1980, alors que depuis 1966, le cheval de trait berrichon n'existe plus, il est rentré dans le studbook percheron avec le trait nivernais, le trait bourbonnais, le trait de Saône-et-Loire, le trait de la Loire, le trait du Maine, le trait augeron. Et j'en oublie un, mais je ne l'ai plus en tête. En fait, toutes les races percheronnes dérivées, toutes les races perchisées ou percheronnes dissidentes, après vous choisissez l'expression qui convient, en fait ont été refondues au studbook qui a été réouvert parce qu'il avait été fermé en 1889 complètement. Le studbook percheron a été réouvert exprès en 1966, c'est la grande réforme agricole de 66 qui produit ses effets au niveau de l'élevage du cheval. Même en 1980, donc alors qu'il n'existe plus officiellement de cheval de trait berrichon, vous voyez que dans les concours, on a encore une rubrique cheval de trait du Berry. Et ce que je vous disais tout à l'heure, bah, il y a encore une mémoire, alors qui tend sans doute à s'estomper et peut-être même à s'effacer, de ce cheval berrichon, de ce cheval percheron du Berry. Et on y a encore des élevages qui sont actifs et qui produisent des chevaux percherons qui sont utilisés et qui sont d'un type percheron suffisamment avéré et suffisamment euh, reconnu pour représenter la race au Salon de l'Agriculture. Ça s'est produit plusieurs fois. Pour participer sous l'étiquette Percheronne au grand rassemblement Route du Poisson et plus récemment encore à la Route Trébraise il y a 2 ans. C'était un équipage du Berry qui a participé notamment à l'épreuve de traction, etc., etc. Et puis on y a encore une tradition de dressage et d'utilisation du cheval agricole
alors qui évidemment là aussi est devenu un petit peu marginal, mais qui néanmoins, et là je sais de quoi je parle, et si je le dis c'est parce que je le pense, est encore tout à fait remarquable. Alors malheureusement Monsieur Chaumette nous a quittés tragiquement dans un accident domestique il y a quelques années de ça, mais c'était un savoir-faire absolument extraordinaire et c'était un régal de le voir travailler avec ses juments, mais d'autres élevages, heureusement, existent encore. Voilà. Je m'arrête là, j'imagine avoir été beaucoup trop long, mais comme d'habitude, voilà. Et donc, je vous remercie de votre attention, et puis je reste bien évidemment à votre écoute, et puis j'espère pouvoir vous renseigner si vous avez des questions complémentaires. Bah, merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation très riche. Et puis, enfin, ce travail impressionnant quand même de, enfin, de dépouillement, d'analyse de toutes ces données. J'ai juste pas eu le temps de prendre en note une chose. Tu dis que le cheval berrichon, il est rentré dans le Percheron à quelle date? 1966. 1966. Ok. Ouais. Ah oui, En donc en fait, même temps que. Ok. Alors, en fait, là, je reprends des notes en vrac. Donc, on avait bon, le cheval percheron. Voilà. Studbook 1883. Il y a encore quelques inscriptions à titre initial qui sont autorisées, mais on va dire un peu par dérogation sur les années qui suivent. Il est complètement fermé en 1889. Donc, à partir de là, toutes les races qui vont être largement influencées ou qui vont être complètement percheronnes, mais hors berceau, définies par le studbook, vont devoir ouvrir leur propre studbook, s'ils le souhaitent évidemment, et s'il y a un intérêt dans l'élevage et dans la commercialisation des chevaux. Et donc ce sera le cas pour le trait nivernais, le trait du Maine, le trait bourbonnais, le trait de la Loire, le trait de Saône-et-Loire, qui vont ouvrir des studbooks entre 1880. Alors le studbook nivernais est antérieur au studbook Percheron. C'est une histoire que Bernadette Lisée nous raconterait bien, bien mieux que moi, puisque ça a été le sujet d'un de ses bouquins majeurs. Donc après, c'est 1911 je crois, de mémoire pour le trait du Maine, 1923 pour le trait bourbonnais, 1924, c'est à peu près conjoint au trait berrichon, et 1927 pour le trait de Saône-et-Loire, 1933 pour le trait de la Loire. Et en fait, en 1966, grande réforme de l'élevage, mais tous azimuts, hein, ça concerne l'élevage bovin, ovin, caprin, porcin, etc. Et donc le studbook percheron est réouvert et englobe toutes ces races-là qui de toute façon étaient, avec quelques variantes, mais marginales, des chevaux percherons hors berceau. D'accord, merci beaucoup. Je me permets de poser tout de suite mes questions. Euh, Tu parles du fait que des marchands poids de vin viennent vendre des jeunes chevaux à des paysans berrichons et Ouais, ensuite qui sont rachetés quelques années plus tard en payant que la différence. C'est ouais, un système effectivement que je retrouve dans plein de régions à cette époque-là, y compris pour les mules aussi, avec ouais, cette forme d'élevage, quoi. absolument. Et donc je me demandais, là, les chevaux élevés dans le Berry, du coup, où est-ce qu'ils sont vendus ensuite? Après, ils sont repris par les mêmes marchands. Alors pour le XVIIIe siècle, en tout cas, par les mêmes marchands qui les emmènent pour une partie dans l'ouest, sur la façade atlantique. Voilà. Et puis pour une autre petite partie qui les destine à la production mulassière, euh,
dans un Poitou élargi, on va dire. Voilà. Dès D'accord. lors que les chevaux sont mâles parce que en fait, il n'y a pas de juments, quasiment pas de juments concernés par ce commerce-là. Voilà. Une toute petite partie est quand même castrée pour être vendue en Beauce. Sauf qu'en Beauce, il y a énormément de concurrence. Donc en fait, c'est pour ça que les chevaux sont castrés et revendus en Beauce pour servir. Mais en fait, là, j'ai pas de statistiques, hein, c'est uniquement du texte dans les mémoires fin 18e. Euh, mais la majorité des chevaux non castrés reviennent vers l'ouest, en fait. Ok. Voilà. Ok, Je ok. pense que la proportion de chevaux castrés d'abord est infime et qu'ensuite la proportion des chevaux qui reviennent vers l'ouest est très largement majoritaire par rapport à ceux qui montent vers la Beauce. D'accord. Et de la Beauce, peut-être repartent quelques-uns aussi sur Paris. C'est pas C'est pas impossible. impossible. C'est pas impossible. Ok. Euh, Il y a une question de Maurice qui n'a pas accès à son micro. ouais, Ah, mais attends, moi j'avais une dernière question. Je me permets de poser ma dernière question et je poserai celle de Maurice. J'ai été très intriguée par ce petit poney dont tu parlais dans la marche, je crois, quelque chose comme ça. ouais, ouais, Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus? oui et non. En fait, je le rencontre très très souvent. Là où je le vois apparaître, c'est dans les recensements qui sont faits au niveau de l'intendance de Berry pour ces fameux rôles qui sont établis pour l'attribution aux étalons royaux de la jumenterie locale et le recensement éventuel d'étalons qui pourraient être autorisés en complément des étalons royaux. Donc dans ces listes, je vois apparaître ces petits chevaux, ces poneys. Effectivement, 1,10 m, hein, rapporté à notre mesure actuelle. Certains un petit peu plus. Alors, j'en ai pas trouvé en dessous, mais la majorité, c'est 1,10 m, 1,15 m. Et il est bien spécifié qu'on ne les utilise qu'au bas. On ne les utilise que battés. Vraisemblablement, ce sont des petits chevaux paysans. J'en ai Mhm. pas de description exacte. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent, mais en tout cas, ils sont en assez grand nombre, donc ils se reproduisent. Il y a une souche. Il y a une souche locale euh, qui tient à quelques kilomètres carrés, j'allais dire, parce que en fait, je les rencontre sur 4-5 paroisses, grand maximum, qui sont en plus de toutes petites paroisses. Résolument agricole, la seule industrie qu'on peut trouver localement, c'est les moulins. Et encore, je pense que vu la production de grains locale, les moulins ne doivent pas avoir une activité énorme. Mhm. Non, la seule souche de poney, entre guillemets, qui est mieux documentée et qui est un petit peu plus au nord, c'est la souche brennouse. C'est le cheval de la Brenne. Là, je peux t'en donner éventuellement une définition parce que si je la retrouve, je l'avais noté d'une manière quasi intégrale. Euh, donc, euh, elle est pas loin, il faut juste que je la retrouve. Euh, voilà. Dans l'arrondissement du Blanc, le cheval le plus répandu est celui de la Brenne. Le cheval brennou mesure 1,40 m à 1,45 m. Il a la tête carrée, un peu forte, chargée de ganache et mal attachée, l'œil proéminent, l'encolure courte et mince, le garrot bas, l'épaule manque de longueur et joue librement.
La côte est ronde, le ventre est volumineux, comme chez tous les animaux qui vivent d'aliments grossiers. Le rein est court et bien soudé. La croupe est large, la queue plantée haut. La membrure est solide et courte dans ses rayons inférieurs. Le pied est petit. Le cheval brénou naît et se développe presque à l'état demi-sauvage. Il est rempli d'énergie et rustique, comme tout ce qui a survécu à la misère, aux privations de toutes sortes. C'est Eugène Gaillot qui nous dit ça dans son atlas de la France chevaline. Euh, je dirais que, allez, quelque part, on doit être sur un de ces petits chevaux-là, peut-être en plus petit, quoi. Globalement, Mm. je pense qu'on doit être quasiment au niveau de la carte postale qu'on a en haut à droite. Voilà. Ouais. Voilà. Parce que même si éventuellement le meunier est sensiblement plus grand que la moyenne des gens à l'époque, il ne doit pas mesurer 1,90 m non plus. Et cette jument-là qui est à côté de lui voilà, doit ressembler à peu près à ça, peut-être avec quelques centimètres en moins. Ok, ok, ok. Bah, très intriguant. Merci beaucoup. Ouais. Du coup, il y a Bah, Maurice qui demande si les éleveurs actuels sont au fait et revendiquent cette histoire. absolument pas. Ah, En fait, euh, le cheval berrichon localement est quasi inconnu. Il y a que quelques anciens qui s'en souviennent. Mon histoire du cheval berrichon a pas été publiée, j'ai pas fait de conférence là-bas, j'ai même pas publié d'articles spécialement dans des revues locales à l'époque où j'habitais à Bourges. D'abord parce que j'avais pas fini tous mes travaux, hein, je les ai poursuivis bien au-delà et je les ai terminés il y a pas si longtemps que ça. En fait, j'ai terminé mes recherches ce matin juste avant de me connecter. Et non, j'exagère, mais c'est vrai que j'ai repris quelques notes parce que je voulais apporter quelques précisions à ce que j'avais pu synthétiser ces derniers temps. Mais non, en fait, euh, les éleveurs, les naisseurs actuels revendiquent le percheron. Voilà. Euh, et en plus, très honnêtement, je ne saurais pas dire aujourd'hui dans les élevages même traditionnels, même hérités d'une génération à l'autre depuis trois ou quatre générations, parce qu'il y en a encore dans le Berry, hein, dans le giron agricole notamment, il y a encore des élevages sur trois ou quatre générations. Je ne saurais pas dire lesquels des chevaux sont d'origine berrichonne et lesquels sont des percherons achetés dans le Perche. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on parle à un éleveur de chevaux percherons du Berry, de ces chevaux, ils sont percherons. ok, d'accord. Euh, les derniers que j'ai entendu parler de chevaux berrichons étaient des gens très âgés. Et bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais au début des années 80, 82, 83, euh, comme d'autres demandaient à leurs parents d'aller au match de foot, je demandais à mes parents de m'emmener sur les concours de poulinières, de chevaux de trait, etc. Et on emmenait mon grand-père, donc qui était à l'époque, enfin qui venait juste de cesser son activité de maraîcher et qui a toujours eu des chevaux, qui a toujours employé des chevaux sur son exploitation, qui était depuis les années 1930 un charretier de la grande agriculture, donc à l'époque de l'apogée des grands charretiers agricoles. Il avait même été premier charretier avant la guerre. Quand il est revenu de captivité après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu roulier débardeur en forêt de Tronchet, donc pendant pas mal d'années, là aussi, il a débardé et roulé le bois avec des chevaux. Et ensuite, il est revenu à l'agriculture dans un premier temps. Et ensuite, il s'est installé maraîcher. Et il a toujours utilisé des chevaux. Donc, moi, j'ai toujours grandi dans les pattes des chevaux utilisés au quotidien d'une manière traditionnelle. Alors, sauf que lui n'avait pas des chevaux berrichons, il avait, enfin, euh, moi, je lui ai pas connu de chevaux berrichons, percherons, je lui ai connu des ardennaises et des bretonnes.
Mais jusqu'à ces dernières juments, il avait toujours eu des percherons. Et en fait, à cette époque-là, on entendait parler, et c'est l'affiche que je vous montrais tout à l'heure, on entendait encore parler de chevaux berrichons pour désigner des chevaux percherons, en tout cas enregistrés percherons et inscrits au concours sous l'appellation percheronne. Mais voilà, et tout ça, c'est un peu dilué. Et en 1989, pour le premier congrès mondial du cheval percheron, où j'ai présenté mon premier attelage de chevaux, je me souviens qu'il y avait pas mal d'éleveurs du Berry qui étaient présents avec leurs juments et leurs étalons. Et quasiment plus aucun ne présentait son cheval en disant percheron berrichon ou berrichon. Déjà à cette époque-là, on était dans le percheron. Voilà. Et quelques anciens m'en ont parlé encore après, mais, voilà, c'était vraiment quelques anciens. Et bon, ouais, non, localement, pour répondre à ta question d'une manière péremptoire et directe, la mémoire locale de l'élevage a complètement oublié le cheval berrichon. Ok, bah merci beaucoup. Et deuxième question de Maurice, sur la courbe des effectifs des chevaux dans le Cher, Oui, on voit que qu'à partir de 1975, on va dire là, ouais, ça remonte. Est-ce ouais. que c'est la relance par le loisir? Et moi je Boucherie, compléterais, est-ce que c'est la relance par la viande? c'est la boucherie. C'est la boucherie. Oui. C'est la boucherie. Et c'est que la boucherie. Ouais, ouais. On ramène dans les prairies du Berry des poulains pour les faire grandir, les faire grossir, mais c'est la boucherie. C'est la boucherie. Donc c'est à nouveau des poulains qui sont nés ailleurs. Ouais, 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 ouais. Et breton, ardennais, percheron, le comtois est arrivé un petit peu plus tard. Le comtois est arrivé avec l'attelage de loisirs. Mais ça, c'est les années 1990, 2010. Voilà. C'est la toute fin de ma courbe, là, sur l'écran, et les années qui suivent où là, on a l'effet inverse. On a une courbe qui est stagnante parce qu'on y a un peu plus de chevaux de loisirs et on fait naître de nouveau quelques chevaux qu'on essaye de promouvoir sur le circuit de l'attelage. Mais par contre, on produit de moins en moins de chevaux de boucherie. Ok. Si je devais continuer ma courbe, elle serait quasiment plate sur les 10 ans qui suivent là. Voilà. Avec un basculement de paradigme, on va dire. Euh, mais là, la hausse des années 70-90, c'est la boucherie. Ok. Eh ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et je laisse la parole à Camille et Clara. Clara, enfin, je peux y aller si tu veux. Ça marche, merci. Alors déjà, merci beaucoup pour cette intervention qui était passionnante. Vu que je fais ma thèse sur les haras royaux, c'est surtout la partie 18e qui m'a intéressée. Et forcément, j'ai pas mal de questions et quelques remarques aussi. Déjà, vous aviez mentionné deux seuls fils enfin, qui privilégient plutôt la réunion des étalons dans des dépôts. Je suis aussi tombée dessus. Alors, j'ai photographié les archives pour l'instant qui correspondent au Péri, que ce soit dans les départementales ou dans les nationales, mais je les ai pas encore traitées comme il faut parce que j'ai pas mal de documentation en attente. Mais effectivement, je suis tombée un petit peu sur ces documents-là. Et c'est bien qu'on le souligne puisque ça va. Au début, j'avais peur d'avoir mal compris puisque la tendance du royaume, c'est quand même à dire à cette époque-là que la réunion des étalons, ça coûte trop cher et qu'il ne faut absolument pas continuer ça et qu'il faut plutôt privilégier le système des gardes d'étalons, donc la répartition des étalons chez les paysans. Et j'ai trouvé ça effectivement assez marrant que justement dans cette province-là, on fasse le chemin inverse et qu'on aille privilégier une réunion des étalons plutôt que la dispersion. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant et c'est bien qu'on le souligne parce que j'avais peur d'avoir mal compris à la première lecture.
Non, mais en fait le Berry est alors je sais plus qui avait dit ça, un imbécile assurément. J'exagère bien sûr parce que c'est un des grands personnages de l'histoire française, mais je sais plus qui l'avait dit. Euh, le Berry, c'est la Sibérie de la France. Bon, alors ok, il y a plein de clichés sur le Berrichon qui sont pas tous d'ailleurs. Enfin sur l'homme Berrichon, qui ne sont pas tous complètement infondés, mais en l'occurrence le Berry à la fin de l'Ancien Régime a été une terre d'expérimentation et notamment avec cette assemblée provinciale qui est en fait ce qui ça préfigure ce que seront les départements. L'intendant devenant un préfet et l'Assemblée provinciale étant le Conseil général. En fait, c'est un parallèle qui n'est pas complètement faux, même s'il est un tout petit peu anachronique, mais en tout cas, c'est exactement ça. Et donc, c'est pas complètement étonnant que autour de la physiocratie, autour de cette expérience de décentralisation d'un pouvoir qu'on dit sur la fin de l'Ancien Régime, particulièrement centralisé, etc., etc., c'est la monarchie absolue et autres. Là, au niveau des haras, c'est pas étonnant non plus qu'on soit dans cette forme de réflexion, parce que évidemment, il n'y aura pas de concrétisation, mais dans cette forme de réflexion, de nouveauté et d'un système qui permettrait, dans une province complètement euh, acquise à la royauté et à la monarchie, de tenter des choses qui permettraient d'avoir un nouveau souffle, d'aller au-delà. Et donc, c'est pas étonnant que, oui, Dessaules, par rapport à ses interlocuteurs, par rapport à ce qu'il voit localement, par rapport à ce qui se dessine euh, au niveau de l'administration provinciale et de la Société royale d'agriculture, imagine le dépôt des talons. J'avais une deuxième remarque. Alors là, cette fois-ci, c'était plutôt sur la partie enfin, sur les étalons royaux. Vous Ouais, disiez qu'à partir de 87, de 1787, vous perdez la trace, enfin, ou je crois que c'était 87, vous perdez la trace des étalons royaux et du coup, vous vous posez la question de s'il y en a encore ou pas. ouais, Euh, Pardon, dans les archives nationales, alors j'ai un gros doute, mais alors c'est sûr, c'est à Pierrefitte, donc c'est F10. Il me semble que c'est la 618 ou quelque chose comme ça. Je suis retombée dessus il y a pas longtemps quand ils font les états de vente des étalons qui sont donc devenus nationaux ouais. en 1791. Il y a plusieurs étalons pour le Berry en 91. D'accord. Bah, je les ai loupés alors, hein. Ok. Il y en a, alors là, vraiment de mes souvenirs, parce que j'ai pas eu le temps d'aller vérifier dans mes documents, mais il y en a au moins six. Je sais qu'il y en avait deux, il me semble, qui avaient été vendus ensuite au Mans en 91. Mais ils sont présents depuis plusieurs années. Alors j'ai plus enfin j'ai pas fait encore la moyenne ou quoi que ce soit, mais en tout cas il y en a encore depuis plusieurs années. Donc en 87, 86, 87, etc. Enfin il y en avait encore. Mais effectivement, par rapport aux autres provinces, c'est vrai que ça m'avait marqué le fait qu'il y ait quand même un sous-nombre par rapport aux autres provinces. Mais en tout cas, si jamais ça peut aider à répondre à la question, il y en avait Oui, encore oui, très peu, ouais, mais ouais. il y en avait encore quelques-uns. Après, je ne sais pas s'ils étaient encore en exercice ou quoi, mais en tout cas, ils appartenaient toujours à l'administration et ils étaient toujours en D'accord, poste d'accord. chez les gardes. Ouais, alors je prends ça en note et puis on échangera parce que de toute façon j'ai plein de trucs à vous envoyer, c'est évident. Mais en fait, de mémoire, je crois que j'avais travaillé ces deux graphiques à partir du H95, 96 et Oui, 97. Mais là, on était sur le site du Marais, Archives nationales, pas Pierrefitte, on était hmm, à l'époque où je au Caran. au Caron, voilà. Voilà. Juste par rapport à là, c'est pas pour vous répondre en particulier, mais je regardais très rapidement aussi dans ce que je vous ai pas énuméré. J'ai trouvé donc dans la liste de tous les étalons qui, à un moment ou à un autre, ont été au titre des étalons royaux utilisés dans le Berry. Euh, on en a eu du pays, du Poitou, de Comté, de Bresse, de Normandie, du Cotentin, de Bretagne, de Suisse, du Danemark, d'Angleterre, du Morvan, du Pays de Caux, de Picardie.
et des Allemands donc aussi par là-dessus. Donc effectivement, tous ces étalons mis sur des juments pas forcément appropriés et qui elles-mêmes ont des types très variés, je ne vois pas bien ce que ça pouvait donner de propre. En tout cas de durable. Voilà. Effectivement, et puis c'est un peu le problème qu'on avait dans toutes les provinces. C'est vrai que le Berry, pour l'instant, c'est une des provinces que j'ai le moins regardé. Et, Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit un peu pour tout. J'ai beaucoup travaillé sur la Lorraine, où c'est pareil, on a une multitude d'étalons qui viennent d'origines différentes et qu'on met sur les bidets locaux. Effectivement, oui, c'est problématique et c'est ça qui est surtout décrit à la fois par la population et à la fois par les administrateurs selon leurs zèle et selon leur rapport à l'administration. Mais effectivement, ouais, c'est quelque ouais. chose qui est assez commun. Et par contre, pour le Berry, là où j'avais été assez marquée, c'était par le nombre d'avortements. J'ai des provinces qui ne vont jamais mentionner les avortements, ou du moins on n'a plus les documents. Mais j'ai l'impression que c'était pas quelque chose dont les administrateurs avaient tendance à se vanter. Et là, alors j'ai un doute si c'était un inspecteur ou si c'était l'intendant, j'ai un gros doute. Après l'hiver 1709 qui a été tellement rude, où il y a toute une correspondance en disant j'ai perdu, je crois, il y a, je sais plus dans quelle paroisse ou dans quel endroit en particulier, mais c'était, il y a plus de 500 juments qui ont jeté leur poulain, qui ne sont pas aptes à être de nouveau pleines. Et ça m'avait beaucoup marqué puisque dans le Berry, enfin, c'était quelque chose que j'ai remarqué que dans le Berry, ils avaient tendance à vraiment, pas mettre en avant, mais à assumer, entre guillemets, le nombre Ouais, d'avortements, alors que dans d'autres provinces, comme dit, c'était absolument pas le cas. Donc, ouais. je pense que, enfin, j'ai hâte, là, ça me donne envie de me plonger encore plus dans ces archives-là et de les traiter en priorité. Ouais. Il y a trois choses. D'abord, effectivement, il y a le côté assumé, hein, mais c'est comme pour les maladies, les chevaux aveugles, borgnes, etc. Dans tous les États, on y va allègrement. Hein, il y a aucun filtre. Et puis, de toute façon, ça tient évidemment aussi aux conditions d'entretien des juments. Parce que en beaucoup d'endroits, les juments ne sont jamais rentrés à l'écurie été comme hiver, et donc quand les hivers sont sibériens comme celui de 1709, on a une mortalité absolument extraordinaire, à la fois chez les chevaux jeunes ou âgés, les avortements, etc., mais aussi chez les bovins, chez les ovins. Autre particularité du Berry, c'est que on laisse les juments souvent et notamment dans les zones boisées ou marécageuses, en troupeau, et on vient prélever dans le troupeau les juments dont on a besoin, et on soustrait au groupe les mâles, les petits mâles, mais qu'entre-temps, il y a eu parfois beaucoup d'accidents, qu'on n'a absolument aucune surveillance des gestations, absolument aucune. Et voilà qu'on n'a pas beaucoup d'intérêt pour la production du cheval. On en a un peu plus pour son élevage parce que là on commence à rentrer dans un rapport financier, soit au commerce, soit au rapport qu'a le travail du cheval à son activité agricole ou de transport. Mais voilà. Et puis dernière chose par rapport à la relation société d'agriculture, assemblée provinciale, intendance et pouvoir central des haras royaux. En fait, bon, localement, la société d'agriculture, ce sont des physiocrates, mais qui misent tout sur les grains et les moutons. L'élevage bovin, l'élevage des chevaux ne les intéresse absolument pas. Si on a besoin de chevaux, bah, le commerce est là pour ça. Voilà. Priorité aux grains et aux moutons. Le mouton berrichon, lui, va être particulièrement accompagné dans son amélioration et dans l'augmentation de ses effectifs, avec le mérinos, bien sûr. Là, c'est l'écho direct de Rambouillet hein, qui se fait au niveau du Berry. Et les intendants se contrefichent tous autant qu'ils sont, que ce soit au début comme à la fin du XVIIIe siècle de l'élevage du cheval et de son commerce et de sa production.
donc vont pas tellement appuyer Dessaulles, qui lui par contre fait un boulot mais absolument remarquable de savoir théorique et de relais de terrain et de connaissance du milieu de l'élevage du cheval donc dans cette province. En plus, l'Assemblée provinciale, bon, qui va être globalement plutôt à l'écoute de la société royale, dans ses priorités, dans sa manière de penser, entre en conflit à partir de 1779, si je ne m'abuse. Je reprends mes notes. Va rentrer en conflit ouvert avec l'administration centrale des Haras, puisque, étant en charge des finances, cette assemblée provinciale va souhaiter localement abolir les privilèges des gardes étalons. Et donc là, jusqu'en 1784, on va avoir un conflit ouvert et très violent. Alors, par correspondance interposée, hein, c'est pas une violence physique, une violence de terrain. Encore que, je ne sais pas si localement il n'y aurait pas eu deux trois trucs. Ce serait plutôt du côté des archives paroissiales qu'il faudrait aller constater ça. Mais malheureusement, je suis trop loin, je l'ai pas fait à l'époque et je peux pas le faire maintenant. Mais en fait, toutes les réformes fiscales entreprises par la toute jeune Assemblée provinciale va avoir des répercussions aussi par rapport aux gardes des talons. Et ça, on le voit très vite apparaître. Alors là, les sources, elles sont pas tellement nationales, elles sont plutôt locales au niveau des archives départementales du Cher. Mais j'ai tous les documents, hein, je pourrais vous les envoyer, je les ai tous retranscrits, donc il n'y a pas de souci. Ça marche, merci. C'est vrai que j'ai déjà fait un tour, enfin, j'ai fait le tour des archives départementales de France. Un petit tour de France assez sympa. Mais c'est vrai que oui, pour le Cher, mine de rien. Alors moi, je travaille surtout sur la série C. J'avais pas Bien sûr. tant que ça. Je m'attendais à avoir plus, mais du coup, c'est peut-être dans d'autres séries que j'ai pas forcément exploré. C'est possible aussi. On en reparlera parce que là, Ouais. j'ai pas mon carnet avec toutes les sources. Je travaille un peu de mémoire et puis avec quelques notes comme ça ici ou là devant les yeux. On en reparlera. De toute façon, évidemment, on reste en contact et puis on- on discute de tout ça, hein. Ouais, ouais, il n'y a aucun problème. Ça marche, merci. Et j'avais juste une dernière question, si je peux abuser, c'était sur l'iconographie. Ouais. Est-ce que, alors, malheureusement, je trouve, enfin, c'est très très rare, mais sait-on jamais, peut-être que dans cette province, il y en avait. Est-ce qu'on a des représentations de ces chevaux de la fin du 18e ou c'est vraiment, ouais, aucune. Bon, je m'en doutais, mais J'en ai jamais trouvé. Les ouais. seules représentations que j'ai, elles commencent premier tiers Mm, du 19e. Et puis après, la vraie première illustration, parce qu'en plus, c'est même pas des représentations de mm, chevaux, c'est des représentations de sites ou de paysages ou de monuments sur lesquels apparaissent des chevaux. mm, Donc on peut penser, bah, même s'il faut évidemment beaucoup se méfier, que les illustrateurs ont représenté d'une manière aussi fidèle qu'ils ont pu le faire pour les monuments ou les paysages, les acteurs humains ou animaux, mais bon, à prendre avec beaucoup de précautions. La seule vraie première représentation légendée Chevaux du Berry, c'est celle-ci, ouais, c'est Hippolyte Lallès, 1850, ouais, l'atlas statistique de la production des chevaux. ça marche. Merci beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas, Oui, mais je oui. ne les ai pas trouvés, je ne les ai pas vus. Ouais, bah, j'ai le même problème pour toutes les autres provinces. Voilà. Éventuellement, voilà ce que je disais tout à l'heure avec le site de Forges de Tronchet, par exemple, là en bas, la lithographie de Victor Adam. On peut imaginer qu'il a représenté cette jument blanche là au milieu du convoi muletier d'une manière suffisamment réaliste pour que nous, derrière historiens, puissions récupérer quelques infos. Est-ce que cette jument-là était du cru? Est-ce qu'elle est arrivée avec les convois des marchands? Est-ce qu'elle ressemblait vraiment à ça? Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je me permets de prendre la suite et de commencer par vous remercier moi aussi pour cette présentation qui était très dense. On voit que le travail est impressionnant et que l'effort de synthèse en quelques dizaines de minutes a dû être conséquent aussi.
Donc moi, je suis pas du tout historienne, ce qui fait que mes questions seront sans doute un peu naïves, en tout cas moins expertes, notamment que celles de Camille. Et j'avais noté notamment deux questions. Donc une question pour commencer un peu plus de détails. Au début de votre présentation, vous avez évoqué les différences de fonction entre enfin, les chevaux mâles et les juments. Et donc je me demandais si, enfin, comment ça s'expliquait et est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Et là, ça faisait écho avec la lecture de l'ouvrage de Jean-Pierre Aguerre sur Hommes et chevaux à Lyon, où à un moment donné, lui aussi mentionne le fait qu'au moins dans les représentations, on a cette distinction. Et donc, je me demandais si vous aviez un peu plus d'informations sur pourquoi cette distinction et sur le fait qu'elle soit spécifique ou pas à cette région. Alors, c'est valable pour la fin de l'Ancien Régime, c'est attesté par des sources que j'évoquais en début d'intervention dans mon introduction. Euh, En fait, les juments sont dans le milieu paysan, dans le milieu agricole. Il y a du copâturage évidemment avec les ovins, avec les bovins. Les bovins sont très très utilisés pour l'ensemble des travaux des exploitations, quelle que soit leur taille et quelle que soit la finalité de la production de ces exploitations, euh, pour les travaux du sol et pour les charrois. Voilà. Euh, et bah, produire des poulains, c'est un bonus. Voilà. Donc les juments restent dans le milieu paysan, dans le giron rural. Les étalons ou les hongres, mais les étalons ont la réputation pour être, pour autant qu'ils soient bien nourris, suffisamment entretenus, etc., d'être plus forts, plus résistants, plus à même d'effectuer le roulage. Donc les transports, d'une manière générale, hein, qu'ils soient commerciaux, industriels, euh, qu'ils soient forestiers. C'est important le roulage forestier pour le berry. Et bah, on utilise des mâles tout simplement parce que là, on est dans une activité professionnelle qui est celle du roulier, du charretier, du voiturier, comme on le dénomine à l'époque. Et bah, lui, il fait pas naître de poulain. Le cheval, c'est son instrument de travail et donc bah, il utilise les chevaux mâles. Ok. Et sur cette question justement des capacités, alors ça, c'est la réputation d'être plus fort, plus résistant. Est-ce qu'on sait si, enfin, factuellement, les étalons étaient vraiment plus forts et plus résistants pour ces tâches-là? Bah, dans la mesure où ils sont bien entretenus, où ils sont bien nourris, je pense que compte tenu des conditions de nourriture et d'entretien des juments, oui, ils sont plus à même parce qu'eux sont à l'écurie, ils sont au travail tous les jours, ils sont entourés de précautions. Enfin bon, tout est relatif, hein, la notion de bien-être animal à l'époque. Même bien entretenu, bien nourri, bien tout ça. Bon voilà, c'est pas ça, mais je pense que oui, oui, mais c'est en fait c'est pas forcément lié à une question purement physique. Je pense que c'est plus une condition environnementale. Euh, voilà. Euh, Après à une époque récente et quasi contemporaine, même si maintenant elle nous renvoie à quelques dizaines d'années derrière nous, quand j'allais enregistrer des témoignages en Champagne-Berrichonne ou ailleurs de vieux charretiers, certains me disaient il n'y a rien de meilleur qu'une bonne jument quand elle est bonne. Et en fait, parfois, là où des étalons pouvaient être un peu ombrageux, là où des hongres pouvaient être un peu la fatigue, là où les chevaux mâles pouvaient être un peu trop grands ou un peu trop lourds, etc., certains charretiers appréciaient des attelages de juments qui avaient bah, qui tenaient la route, hein, qui tenaient le pavé, qui tenaient l'arrêt du labour, etc. Et voilà. Donc je pense que si les chevaux mâles, castrés ou non castrés, sont préférés pendant longtemps aux juments, c'est davantage parce que ils sont mieux entretenus, ils sont mieux nourris, ils vivent à l'écurie et que ce sont des outils de travail auxquels
auxquelles on fait un peu plus attention que les juments qui sont un peu plus laissées à elles-mêmes, même si elles travaillent sur l'exploitation. C'est les attelages bovins, en tout cas en Berry, qui sont privilégiés pour les travaux du sol et les charrois. Ok, merci. Effectivement, ça apporte un éclairage très intéressant. Et ma deuxième question, c'était une question alors, beaucoup plus générale. C'était de savoir pourquoi finalement vous avez choisi de vous concentrer sur le Berry et le cheval berrichon. Est-ce que vous avez noté des spécificités vraiment à cette région, à cette situation, ou est-ce que à l'inverse c'est un exemple qui est représentatif d'autre chose ou une abondance d'archives donc c'est une question un peu vaste. Je sais pas trop par quel bout voilà la poser. Ah ben je vais remettre tout ça dans l'ordre. C'est tout simplement parce que je suis berrichon d'origine. Mon arbre généalogique fait remonter les deux souches paternelles et maternelles familiales à la fin du XVIIe siècle, et tout le monde est berrichon, sans exception. En 2 siècles et demi, on a fait 14 kilomètres. Voilà. Donc, bah, c'est l'intérêt pour le Berry, c'est l'intérêt personnel, familial pour le cheval de trait que j'évoquais tout à l'heure à travers la mémoire rapide de mon grand-père, en sachant que la famille est de toute façon, d'un côté comme de l'autre, complètement attachée à l'agriculture. Et en fait, il n'y a que 2 générations, hein, la mienne et celle de mes parents, qui n'étaient plus dans le giron agricole. Euh, et puis, bah, parce que bah, déjà au cumul de ces deux choses-là, je me suis intéressé au cheval de trait dans le Berry, d'une manière assez naturelle, assez évidente. Et puis d'une manière assez immédiate aussi, bah, par mon métier, puisque bah, je suis depuis 25 ans maintenant, bientôt 26, archiviste professionnel, et que bah, mon premier poste pendant 11 ans a été aux archives départementales du Cher. Donc bah, là, j'avais en plus tout ce qu'il me fallait sous la main pour satisfaire ma névrose. Voilà. Et ne surtout pas en guérir. Donc voilà. Après, sur la représentativité du Berry, oui et non. Dans l'idée de créer une race de chevaux que le commerce peut revendiquer avec une dénomination dont le commerce peut s'emparer pour valoriser un produit et sur une dynamique locale d'élevage et de sélection du cheval. Le Berry ne fait pas complètement exception. On a vu ça avec le trait du Maine, on a vu ça avec le trait bourbonnais, etc., hein, toutes ces races qui ont été refondues au Studio Percheron en 1966. Mais c'est probablement une des histoires qu'on a à ce jour le plus documentée, parce que pour en avoir parlé avec quelques autres personnes qui se sont intéressées à l'histoire de leur race locale, ils ont un peu moins de sources que moi. Alors peut-être parce qu'ils les ont pas trouvées, peut-être parce que ils ont fait un peu moins de déplacements que j'en ai fait à Paris, à Blois, pour aller chercher là où elles étaient les archives complémentaires aux fonds locaux. Mais, euh, mais en tout cas, c'est une histoire qui est bien documentée, donc c'est ce qui en fait l'intérêt aussi. J'espère en faire mon 4e bouquin, à tout vous dire. Voilà, je trahis un truc, mais puisque c'est ressorti des cartons et que j'ai pas d'autres projets en ce moment, j'aimerais bien que ce soit mon 4e ouvrage. Et puisqu'en plus là, je suis parti avec mon avant-dernier ouvrage sur des monographies locales autour de la carrosserie Rétif, notamment, j'aimerais bien publier d'ici 1 ou 2 ans une monographie sur le cheval en Berry et le cheval berrichon. Enfin, merci beaucoup. Et en tout cas, on se réjouit, je pense, collectivement de pouvoir lire tout ça de manière plus détaillée. Super, bah, très chouette nouvelle pour ce potentiel prochain ouvrage. Ouais. Si plus personne n'a de questions, on va clôturer la séance. Encore merci Étienne pour cette présentation hyper intéressante et puis ces magnifiques images donc qui sont notamment issues de la collection personnelle d'Étienne.
Voilà. Donc, bah, encore merci. Et donc, c'était la dernière séance de la saison. On se retrouve à la rentrée pour reprendre les webinaires. En attendant, bonnes vacances. Eh ben, merci en tout cas pour cette invitation.